les amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du film 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle, avec dans les rôles principaux Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams et Ralph Fiennes. Alors, le pitch, nous sommes 28 ans après les faits relatés dans 28 jours et 28 semaines plus tard. Le Royaume-Uni est définitivement mis en quarantaine suite à l'épidémie racontée précédemment. Les survivants se sont organisés en société et vivent dans des villages fortifiés. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'évolue le jeune Spike, 12 ans, que son père décide un jour d'emmener à la chasse, une sorte de rituel de passage, et qui a lieu dans une île reliée à un pont à leur territoire. Voilà. Bon, je sors quasiment de la projection, et écoutez, on va pas ménager le suspense, j'ai beaucoup aimé ce film. Bon, on va y revenir évidemment. La saga 28 semaines, 28 jours, pour ceux qui ne connaissent pas. Le premier film date de 2002. C'était le grand retour de Danny Boyle, qui nous proposait une histoire d'infectés, et non pas de zombies, mais enfin bon, on va dire les dangers représentés dans ces films-là sont un peu voisins, mais là on est vraiment dans l'infecté avec un virus qui dit de la fureur, qui transforme les humains en bêtes sauvages, qui ne pensent qu'à contaminer leurs prochains. C'était surtout nouveau au niveau de la technique, puisqu'il avait fait le choix d'utiliser des caméras un peu bas de gamme, des caméras X1, les moins chères qu'on trouvait à l'époque, les caméras numériques les moins chères. Et c'est vrai pour un résultat effectivement très brut. Et je vous cache pas que je l'avais vu en salle à l'époque. On s'habitue assez rapidement au visuel, par contre le voir sur un écran domestique, c'est une autre paire de manches. On s'habitue quand même, mais c'est vrai que c'est très brut, voire moche. Mais c'est un parti pris, donc voilà. L'idée étant de montrer des images qu'auraient pu tourner les survivants à l'arrache, donc voilà, de ce côté-là c'est réussi, mais c'est vrai qu'au niveau esthétique c'est un peu dur à gober, mais on y arrive, vous rassure. C'est quand même ça reste quand même pour moi un film à voir en salle. Le deuxième volet, alors, juste Danny Boyle était juste producteur exécutif, je crois, même s'il a mis son grain de sel, était réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, un réalisateur espagnol. Même Alex Garland, qui a scénarisé le premier volet, a un peu participé à la réécriture du scénario initial, qui était, paraît-il, un peu trop bourrin. On a cette fois une suite qui a le bon goût effectivement d'aller un peu plus loin dans ce qu'elle décrit, d'être un peu plus ouverte dans l'univers qu'elle nous présente, et surtout qui faisait la part belle à deux personnages jeunes, très jeunes, un enfant et une ado, ce qui renforçait l'inquiétude du spectateur, de voir ces gamins mis dans des situations extrêmement dangereuses. Voilà, pour un film qui était vraiment une très bonne suite, avec toujours filmé en caméra numérique, mais alors avec quand même un petit mieux quand même, quelque chose de plus lisible, de moins granuleux que dans le premier film. Voilà, donc, mais une suite plus qu'honorable, qui nous avait envie éventuellement de voir un troisième volet. Il faudra attendre donc 18 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, pour voir 28 ans, qui marque le retour de Danny Boyle à la réalisation, et le retour de Alex Garland, son acolyte scénariste, avec qui il entretient une collaboration depuis maintenant près de 25 ans. Comme je vous disais, j'ai adoré ça parce que Alex Garland et Danny Boyle profitent finalement d'une situation aujourd'hui qui nous est acquise à nous en tant que spectateurs et surtout aux personnages qui finalement se sont adaptés à la menace, qui font avec, qui vivent avec, qui la côtoient même. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'acquis qui permet de partir dans d'autres directions et de raconter une histoire peut-être un peu plus humaine et normale que dans les deux premiers films, évidemment. C'est un film qui visuellement est magnifique, voilà, il faut le dire. Alors, je sais, on a beaucoup dit qu'il avait tourné avec un iPhone, après des iPhones en fonction des scènes, et apparemment, c'est pas tout à fait la stricte vérité. Oui, il y a eu des iPhones utilisés, notamment pour essayer de confectionner un effet bullet time, qui est pas mal utilisé dans le film d'ailleurs, qui est un bullet time brut de décoffrage, un peu, voilà, c'est une version un petit peu cheap de ce qu'on peut voir dans Matrix, etc. Mais ça fonctionne bien, ça donne ça fonctionne quand même, ça donne un effet en tout cas visuel inédit
par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et Dieu sait que Danny Boyle adore expérimenter visuellement. Donc oui, il y a eu des caméras aussi, diverses caméras, dit Danny Boyle, sans rentrer dans le détail, parce qu'apparemment Sony ne voulait pas qu'on fasse la promo du film en disant que le film avait été tourné avec un iPhone, ce qui aurait pu refroidir certaines personnes, dont moi par exemple. Quand j'ai lu ça, je me suis dit oula. Mais en fait voilà, le film se paye même le luxe d'être très beau, alors très différent par rapport aux deux premiers volets, parce que là il n'y a pas une esthétique brute, il y a une recherche esthétique assez poussée, il y a surtout un format différent. Les deux premiers films étaient en format 1,85, là on est sur un format très peu utilisé, le 2,76, donc c'est un format encore plus large que le cinémascope, qui est en 2,35, là on a vraiment quelque chose de très large, de plutôt resserré, de très large, et ce qui nous permet de profiter effectivement des magnifiques paysages naturels qui sont mis en avant. Là, le film est très vert, ça a été tourné aux quatre coins du Royaume-Uni, mais alors c'est assez somptueux, effectivement. On a vraiment une nature qui prédomine, qui est quasiment un personnage du film. Et ça donne au film une autre teinte que les deux premiers volets, quelque chose de... quelque chose un ton particulier. C'est bizarrement, alors on le classifie quand même dans les films d'épouvante, mais c'est un film extrêmement apaisé, qui donne vraiment ce sentiment d'apaisement, tout en étant très gore par moments. C'est le film le plus gore de la saga, hein, clairement. Voilà, son interdiction de moins de 16 ans n'est pas volée. C'est pas un film où on s'ennuie. Moi je me suis pas ennuyé une seconde, mais c'est un film effectivement qui profite de ses décors, qui a toujours quelque chose à raconter, c'est ce qui est plutôt bien. Donc voilà, c'est une sensation d'urgence peut-être moindre que dans les deux premiers films, mais quelque chose de nouveau quand même comme ressenti. Ça c'est déjà un point très intéressant. Le film amène quelque chose de nouveau. Bon. Alors effectivement, il est centré sur les personnages, hein. Il y a un reproche que je vois un petit peu poindre, c'est que le film se concentre sur les humains, et finalement, les infectés ne seraient qu'une sorte de décor, d'arrière-plan, un petit peu comme ce qui était devenu sur la durée la saga Walking Dead, avec finalement des humains qui se foutent sur la gueule les uns les autres, avec en arrière-plan une menace qui devient secondaire. Non, là... c'est un peu le cas, c'est vrai, mais parce qu'on se concentre sur une histoire finalement familiale, assez émouvante, du moins de mon point de vue, et ça enrichit vraiment, vraiment, vraiment l'univers. Voilà. En plus, le film se déroulant 28 ans plus tard, il se permet effectivement d'évoquer certaines mutations. Voilà, concernant les infectés. On a un nouveau style d'infectés, plusieurs même. Ça, c'est pareil, on peut se permettre aussi d'innover un peu, et c'est ce que fait Danny Boyle. Alors, je lis, je commence à lire dans pas mal de critiques qui apprécient néanmoins le film, que le film serait ultra wokiste, parce qu'écrit par Alex Garland, et Alex Garland, effectivement, a fait depuis quelques années de la masculinité toxique, hein, son cheval de bataille. Il le faisait, dans Ex Machina, il y avait un petit peu de ça. Il l'a surtout fait dans Men, où là, effectivement, sa note d'intention était très frontale. Là, je suis en désaccord, voilà. C'est-à-dire que vous connaissez ma position sur le wokisme, la façon dont il est appliqué dans les arts et dans le cinéma, je la trouve calamiteuse, parce qu'il s'agit simplement on a, si vous voulez, au lieu d'avoir des films avec des petits bouts de wokisme dedans, ce qui ne me pose pas de problème tant qu'on a un film, on a souvent des tracts avec des morceaux de film dedans. Voir par exemple l'effroyable Barbie, qui était un tract ambulant et qui ne racontait rien. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, hein. Je suis le premier à dénoncer le wokisme, mais il ne faudrait pas tomber dans l'idée inverse. C'est-à-dire que le wokisme énervant pour moi, c'est celui qui généralise à outrance. Voilà, les hommes sont des cons, les femmes sont des sympas, les minorités sont tous composées de gens très sympathiques. Ça me gave. Par contre, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de montrer des cons dans les films, des hommes cons, parce que des hommes cons, dans la réalité, excusez-moi, j'en croise beaucoup, ça existe, c'est un fait. Donc on va pas non plus arrêter de parler des cons sous prétexte que ça serait wokiste, faut pas non plus délirer. Et là, en l'occurrence, on a un personnage qui est un petit peu montré du doigt, c'est le personnage du père, interprété par Aaron Taylor Johnson, qui n'est
pas spécialement haïssable, hein, qui est juste quelqu'un qui a tendance effectivement à reconduire des postures un peu masculinistes, tu seras un homme mon fils, il faut pas que t'aies peur, etc. Ce genre de choses qui sont encore aujourd'hui largement transmises par certains parents. Donc c'est pas déconnant de voir ça dans un film et d'avoir ce personnage-là qui a toute sa légitimité, ça existe, donc bon, pourquoi pas ne pas le montrer. Alors après, effectivement, le film est également un message anti-violence, anti-guerre, et effectivement accolé à l'homme, voilà, le mal. Effectivement, il y a des... Alors ça, c'est peut-être un des petits points faibles du film, il y a des petits flashs comme ça de extraits de vieux films de guerre, où on voit voilà, des archers tirer, des gens batailler. On s'en serait passé, évidemment, c'est une façon de souligner le message, effectivement, la violence est inhérente à l'homme, etc. Mais là, pour le coup, c'est peut-être un peu redondant, c'est très... c'est logique hein, par rapport au cinéma de Danny Boyle, qui est souvent à la limite de l'expérimental. Donc là, ces petits inserts comme ça, je trouvais qu'ils amenaient rien, à part souligner quelque chose qu'on avait largement déjà compris. Voilà, bon, c'est peut-être effectivement ça, les petits bémols, les fameux messages, mais je vous avoue que ça m'a pas posé un problème, parce que autour de ça, il y a quand même un film, et même je dirais plutôt un très très bon film. Alors comme je vous disais, oui, le film est très fort, parce qu'il procure vraiment de l'émotion. C'est toujours rare dans un film dit de genre, là pour le coup épouvante, horreur, d'avoir vraiment finalement une émotion qui domine. Je suis sorti de la projection apaisé, serein. Et non pas forcément dégoûté, horrifié. Voilà, le film fait vraiment la part belle à l'émotion, et arrive même à à frôler le bouleversant dans une scène qui est tout simplement une scène d'acceptation de la mort, dans laquelle intervient le personnage de Ralph Fiennes, je vous en dis pas plus, mais ouais, franchement, c'est une scène assez magnifique. Moi, ça m'a pris aux tripes. Et c'est vrai que ça dénote dans le cadre du film d'horreur, ça dénote de voir ce genre de scène, qui plus est superbement interprété par des très bons comédiens. Hein. Ralph Fiennes, c'est toujours excellent, Jodie Comer est une magnifique actrice, Aaron Taylor Johnson est toujours très bien. Enfin voilà, c'est fort en émotion. Voilà, ce film est fort en émotion. Beaucoup plus effectivement que les deux films précédents, dont c'était pas la volonté, mais là, effectivement, c'est une volonté de faire passer des émotions, ça marche très bien. Voilà, alors les petits bémols, je vous en ai parlé, voilà, mais il y a également, bon, je l'ai su après effectivement, mais il y a également un prologue et un épilogue qui ont l'air complètement hors sujet, surtout l'épilogue. On a l'impression qu'on part sur quelque chose de très différent. Je ne vous en dis pas plus, mais je viens d'apprendre qu'en fait, effectivement, Alex Garland a déjà écrit une trilogie. Donc, voilà. Ça s'explique finalement, ces petits morceaux de film qui ont l'air complètement hors... qui sont pas raccords avec 28 ans plus tard. Voilà, on a l'impression que c'est issu d'un autre film, mais voilà. Sachant qu'il y a une trilogie en préparation, et que le film en plus a l'air de cartonner, je pense qu'on verra ça plus tard. Voilà, et puis il y a peut-être à un moment donné, au début du film, c'est vrai, une utilisation un peu trop décalée de la musique. Je sais que Danny Boyle adore faire ça, des choix musicaux parfois volontairement en dissonance avec les images qu'on voit. Et là, au début, il y a un peu de ça, alors que par rapport à ce qu'on voit, je pense qu'il aurait mieux fallu jouer la sobriété, parce que le film est tellement dans la nature, terrien, crédible, voilà, que cette musique un peu accolée au forceps parfois vient gâcher certaines séquences. C'est uniquement dans le début du film, dans la première demi-heure, hein, je vous rassure. Voilà, tous ces petits bémols, franchement, n'entachent en rien le sentiment que j'ai eu de voir un très bon film. Voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir ça, les gars. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti d'un film aussi satisfait, très satisfait. Donc bah voilà, foncez, c'était top. Les amis, à plus, ciao.